Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un vrai monument de la culture populaire. Une série animée qui, après plus d'un quart de siècle, est devenue vraiment plus qu'un simple show. Absolument. On parle d'un sismographe, là, un genre de baromètre des tensions culturelles, politiques. C'est une œuvre qui dérange encore, qui fait rire et qui, surtout, fait jaser. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pour nous guider, on s'appuie sur une analyse vraiment intéressante de Carl Boileau, publiée aujourd'hui même, le 21 novembre 2025, sur son blog. Oui, et ce qu'il fonde, c'est qu'il se présente comme un fan de la première heure. Il suit South Park depuis 1997. Fait qu'on a le regard d'un passionné, mais un passionné qui a quand même un recul critique et essaie de comprendre l'impact, la longévité de la série. Notre objectif, c'est un peu ça aussi, comprendre comment South Park a fait pour non seulement survivre à toutes les controverses, mais surtout pour rester aussi pertinent. C'est ça. Comment ils sont devenus ce miroir satirique, des fois même prophétique, de la société américaine. On va donc voir comment la série est devenue une sorte de bulletin de nouvelles alternative. On va aussi parler de comment ils ont, d'une certaine façon, illustré la montée du wokisme avant bien du monde et de leur satire féroce des extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite. Exact. Et on va aussi aborder des choses plus récentes, comme leur confrontation directe avec l'administration Trump. Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté de leur longue historique de bataille contre la censure. C'est une vraie histoire de résilience créative, dans le fond. Commençons par ce qui, selon l'auteur, est à la base de son attachement à la série. Il utilise une expression que j'ai trouvée vraiment bonne. Une habitude cognitive. J'ai adoré ça aussi. Il explique que pendant des années, South Park, pour lui, c'était un décodeur de la culture américaine. Ça lui permettait de comprendre des modes, des personnalités, bien avant que ça traverse la frontière et que ça fasse les manchettes ici. C'est un point super intéressant. Ça va au-delà du divertissement. Ça devient un outil, pour comprendre le monde. Et il souligne un détail que les fans vont apprécier. Il met la version originale et la version française sur le même pied d'égalité. Ce qui est rare. Tellement. Il dit que le doublage a su créer son propre univers comique, mais ce qui rend cette fonction de décodeur possible, c'est leur méthode de production. C'est complètement unique. C'est là que ça devient fou. L'article le rappelle. Trey Parker et Matt Stone, les créateurs, fabriquent un épisode en 6 jours. 6 jours. Juste 6 jours. Pour donner une idée, là, une série animée normale, ça peut prendre des mois, des fois 1 an. Eux, ils ont une idée jeudi, l'épisode passe à la télé le mercredi suivant. Et c'est ça, le secret. C'est le secret de leur pertinence. Cette vitesse-là leur permet de coller à l'actualité la plus brûlante. C'est presque du direct. Presque. Un scandale politique qui éclate, une tendance virale, une déclaration controversée, n'importe quoi. Tout peut être intégré et tourné en ridicule en quelques jours. Pour nous, les spectateurs, l'effet est incroyable. On a l'impression de regarder une chronique satirique en temps réel. Mais est-ce que cette vitesse-là, ça risque pas de nuire à la qualité? On pourrait penser que ça donne des blagues un peu faciles, écrites vite. C'est une excellente question, mais l'article suggère que c'est le contraire. Cette contrainte de temps les force à aller à l'essentiel, à trouver l'angle le plus percutant, le plus viscéral. Ils n'ont pas le temps de trop se poser de questions. Exactement, pas le temps de s'auto-censurer. Le résultat, c'est une satire plus instinctive et paradoxalement souvent plus juste. Le recul qu'ils offrent, c'est pas un recul de 6 mois, c'est un recul de 6 jours. Ça aide à voir l'absurdité d'une situation pendant qu'elle se passe. Et cette capacité-là leur a permis de capter des phénomènes sociaux bien avant tout le monde. L'exemple que Boileau développe beaucoup, c'est celui du wokisme. Il dit que même s'il connaissait le mot, c'est South Park qui lui a vraiment fait comprendre la substance du phénomène. Il identifie un moment clé, Ouais. la saison 19, avec le personnage de PC Principal. Oui, Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est le nouveau directeur de l'école. oui. C'est une caricature incroyable du militantisme progressiste. Un homme blanc musclé, membre d'une fraternité, qui impose une rectitude politique extrême avec une agressivité et une autorité morale quasi totalitaire. Il est obsédé par les micro-agressions, les espaces sécuritaires, Tout ça, mais il le fait avec une énergie super virile, presque violente. C'est ça le gag. et ce qui est fort selon l'article, c'est que c'était pas juste une blague sur les social justice warriors. C'était une vraie sonnette d'alarme. En 2015, ils mettaient en scène une nouvelle morale, perçue comme inflexible, punitive. Ils illustraient la fracture culturelle qui allait arriver. C'était prophétique.
Stones se sont longtemps décrits comme des libertariens. Leur combat, c'est pas pour une idéologie précise. C'est pour la liberté d'expression. Exactement, la plus large possible. Leur cible, c'est pas la gauche ou la droite, c'est le dogmatisme. Toutes les tentatives d'imposer une pensée unique. PC Principle, c'était pas une attaque contre le progressisme, mais contre une forme de progressisme devenu rigide. Et c'est une approche qu'ils appliquent des deux bords. C'est ça qui est important. Ils choisissent pas de camp, ils renvoient dos à dos les excès des progressistes et des conservateurs en montrant comment les deux extrêmes se nourrissent. L'article avance même une théorie intéressante. Cette polarisation-là, où chaque camp devient une caricature, a pu exaspérer une partie de l'électorat du centre au point de les pousser vers une figure comme Trump. C'est audacieux comme théorie? Ça lie. Un bon exemple récent de leur satire qui vise la droite, c'est la parodie du commentateur conservateur Charlie Kirk. C'était dans la saison 27. C'est le personnage d'Eric Cartman qui se transforme en caricature de Kirk. Avec la même coiffure, le même ton. Tout. Et ce qui est fascinant, c'est la réaction de Kirk lui-même. On s'attendrait à ce qu'il soit indigné, qu'il poursuive, mais non. Pantoute, il a adoré ça. Il l'a embarqué à fond. Il a dit que c'était hilarant, il a partagé ça à des millions d'abonnés, il a même mis la photo de son double animé comme photo de profil. Mais question 20. Trouves-tu pas que ça désamorce la critique? Si la personne que tu vises trouve ça super, est-ce que la satire a encore un pouvoir? C'est toute l'ambiguïté de notre époque. L'article suggère que dans un monde où l'attention, c'est de l'art, être parodié par South Park, c'est devenu une sorte de consécration. Ça veut dire que tu es assez pertinent pour qu'on se moque de toi. Fait que la critique est comme absorbée et transformée en capital médiatique. C'est un bon point. Mais l'histoire prend une tournure beaucoup plus sombre. Oui, c'est là que ça devient tragique. L'article mentionne que peu de temps après la diffusion de cet épisode, Charlie Kirk a été assassiné. C'est une fin absolument terrible. Ça jette aux lumières complètement différentes sur tout ça. La satire pointait les tensions, mais la réalité a dépassé la fiction de la pire manière possible. C'est un rappel glaçant que même si c'est un dessin animé, les thèmes qu'ils abordent sont ancrés dans un monde où la violence politique est bien réelle. Et cette confrontation directe avec le pouvoir, ils l'ont poussé encore plus loin avec l'administration Trump. Effectivement, l'auteur décrit la saison 2025 comme un tournant. La série entre en guerre ouverte, elle devient frontalement anti-Trump. Ce ne sont plus des allusions, là c'est une attaque directe. Et les armes qu'ils utilisent sont particulièrement audacieuses. Le premier épisode de cette saison, Sermon on the Mount, en est un bon exemple. Ils utilisent un deepfake pour montrer Donald Trump qui marche tout nu dans le désert. Comme un prophète déchu? C'est ça. Et ce qui est brillant, c'est qu'il retourne contre lui une arme de désinformation qu'il a lui-même souvent utilisée. C'est une critique de l'homme, mais aussi des outils de manipulation de notre temps. Mais ça s'arrête pas là. Ça va beaucoup plus loin. L'arc de la saison est bâti autour d'une métaphore incroyablement grotesque. On peut le dire. Trump est dépeint dans une relation homosexuelle et sadomasochiste avec Satan. On voit même Satan tomber enceinte de l'Antéchrist après avoir été sodomisé par Trump. C'est tellement extrême. Est-ce que c'est pas juste de la provocation gratuite? L'analyse de l'article, c'est que c'est tout sauf gratuit. C'est une métaphore brutale pour illustrer ce qu'ils voient comme la corruption absolue du pouvoir. Pour eux, l'alliance Trump-Satan, c'est pas une hyperbole, c'est presque littéral. Il y a aussi le détail récurrent du pénis minuscule. Oui, et selon l'auteur, c'est pas juste une insulte de cours d'école. C'est une façon de symboliser la fragilité de son ego, sa susceptibilité maladive, qui serait le moteur de sa quête de pouvoir. C'est vrai. Le dictateur irakien était aussi l'amant soumis et ridicule de Satan. En réutilisant ce même trope, il place Trump dans leur galerie de monstres politiques, au même niveau. Le message est clair. Mais comment le pouvoir a réagi? De la manière la plus prévisible qui soit. La Maison-Blanche a sorti un communiqué officiel pour dire que la série était absolument pas pertinente. Ce qui est presque un gag de South Park en soi. Exactement. Le moment où le bureau le plus puissant du monde se sent obligé de répondre à un dessin animé, c'est le moment où il prouve que le dessin animé a touché un point sensible. Le fait même qu'ils répondent, ça montre que ça a touché un nerf. Et c'est pas la première fois qu'on essaye de les faire taire, loin de là. L'article consacre toute une section à leur combat contre la censure. C'est fou quand on y pense. La liste est impressionnante et ça vient de partout. La controverse la plus connue, c'est évidemment celle sur la représentation du prophète Mahomet. Oui, les épisodes 200 et 201. Ça a commencé avant.
Mais ça a culminé là, en saison 14. Suite à des menaces de mort, Comedy Central a censuré massivement les épisodes. Des bips, des cartons noirs. Aujourd'hui encore, ces épisodes sont presque introuvables également. Mais la pression n'est pas venue que de groupes religieux. Je me souviens de l'affaire de la scientologie, l'épisode Trapped in the Closet. Oui, l'épisode qui se moquait de la scientologie et de Tom Cruise. Il a été retiré de l'horaire. La rumeur, c'est que Tom Cruise aurait fait pression sur le studio, menaçant de ne pas faire la promotion de Mission Impossible 3. Wow! Et on peut ajouter les protestations de groupes catholiques pour Bloody Mary et plus récemment la Chine qui a banni la série de tout son Internet après l'épisode Banned in China. C'est incroyable de penser qu'ils ont survécu à tout ça. Des groupes religieux, des célébrités, des gouvernements, n'importe quelle autre série aurait été annulée 10 fois. Et c'est là le grand paradoxe. Malgré tout ça, ou peut-être à cause de ça, la série n'a jamais été aussi forte. L'article mentionne qu'ils ont leur meilleure audience en ce moment. Et ils ont signé un contrat de 1,5 milliard de dollars. Exactement, avec Paramount. Ça leur garantit de continuer, mais surtout, ça leur garantit une liberté créatrice quasi totale. Ils ont tellement de valeur qu'ils sont devenus intouchables. C'est la victoire ultime. Et ils utilisent cette liberté-là pour continuer de pousser. L'article donne l'exemple d'un épisode récent, Conflict of Interest, qui s'attaque directement au président de la FCC, Brendan Carr. Il le nomme. Il le nomme et il l'accuse d'être à la solde de pression politique. C'est d'une audace folle. C'est comme s'il disait « On sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites et on n'a pas peur de vous ». L'auteur conclut cette partie avec une idée très forte. En faisant ça, South Park tient le fer pour tous les autres créateurs. En étant la cible principale, en encaissant les coups et en refusant de plier, la série élargit l'espace de ce qui peut être dit. C'est une belle image. Chaque controverse qu'il gagne, c'est une petite victoire pour la liberté d'expression des humoristes, des journalistes, des artistes. Ils sont comme le bouclier de la satire. C'est une perspective qui donne beaucoup de profondeur à une série qu'on pourrait voir comme juste vulgaire ou immature. Pour résumer, l'analyse de Carl Boileau présente South Park non pas comme une simple série, mais comme un monument de lucidité. C'est ça, une œuvre qui, en refusant de s'auto-censurer, en se dressant contre tous les dogmes, a su voir venir les fractures de notre société. Il termine sur un paradoxe qui résume tout, je trouve. La série est souvent qualifiée d'extrême droite par certains militants wokistes. Et en même temps, Donald Trump l'a déjà qualifié d'œuvre de communiste wokiste. Quand les deux extrêmes te détestent avec la même passion, c'est probablement que tu fais quelque chose de bien. C'est probablement que tu es à la bonne place. C'est presque un badge d'honneur. Si la satire dérange personne, c'est qu'elle est probablement inoffensive. L'article se conclut sur une citation de Matt Stone qui est leur manifeste, dans le fond. Quand quelqu'un dit « Vous n'avez pas le droit de plaisanter là-dessus », c'est précisément le moment où je sais qu'il faut absolument le faire. C'est une déclaration de principe absolue, sans compromis. Ça laisse aucune place à l'idée que certains sujets pourraient être trop sacrés, trop douloureux. C'est une philosophie jusqu'au boutiste. C'est un peu terrifiant, non? Ça laisse pas beaucoup de place au doute, à l'empathie peut-être. Ben oui. Et ça soulève une question fondamentale pour notre époque, qui cherche tout le temps à redéfinir les limites de ce qu'on peut dire ou pas. Exactement. Et ça nous laisse avec cette réflexion finale. Quel est le véritable danger quand on fait taire la satire? Est-ce que les limites qu'on essaie de mettre à l'humour protègent vraiment les plus vulnérables, comme on le dit souvent? Ou est-ce que, comme South Park semble suggérer depuis plus de 25 ans, ces limites protègent surtout le pouvoir, qu'il soit politique, économique ou idéologique, de la seule chose qu'il craint vraiment, le ridicule?